En 1961, Pauline Lumumba a 30 ans. Elle vient de perdre son mari, elle vient de perdre son bébé, elle se cache dans des villages dont elle ne connaît pas les habitants, changeant de maison chaque nuit avec un seul enfant à ses côtés, Roland, pendant que les autres sont en Égypte. Elle n'a pas de corps à enterrer, ni pour l'un, ni pour l'autre. 20 ans plus tard, un journaliste lui pose une question qu'on pose normalement sans y penser. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas remariée ?» Elle marque un silence, puis il dit « Lorsqu'on a vécu avec un homme comme Patrice, on n'a aucune raison de vouloir vivre avec un autre. » 17 mots. Cette phrase ne parle pas seulement d'amour, elle parle de ce que 15 ans de mariage avec Patrice Emery Lumumba ont construit et de ce que sa mort a détruit. Elle parle d'une femme qui a traversé la montée au pouvoir, la chute, l'arrestation, l'exil, 2 deuils sans sépulture et le silence forcé d'une veuve d'État dans un régime qui préférait l'oublier. Voilà ce que cette phrase révèle vraiment. Les origines. Qui était Pauline avant Patrice? Avant d'être la veuve Lumumba, elle est une femme du Congo belge, épouse d'un homme qui vend de la bière pour Bras-Congo à Léopoldville et écrit des lettres au roi des Belges pendant ses heures libres. Ils se marient, ils construisent quelque chose. Les archives disponibles et les témoignages recueillis indiquent que le mariage dure 15 ans. 15 ans pendant lesquels Patrice Lumumba passe de commis postal à leader politique, de militant culturel à fondateur du MNC, le mouvement national congolais, à Premier ministre de la République indépendante du Congo. Pauline est là à chaque étape. Ce n'est pas un détail. Dans le Congo de 1960, être l'épouse d'un chef de gouvernement, c'est habiter le palais du dernier gouverneur général belge. C'est recevoir des délégations. C'est exister dans l'espace public d'un État qui vient de naître. Elle touche le sommet, brièvement, très brièvement, car ce qui monte vite redescend vite. Et dans le cas des Lumumba, la descente n'est pas progressive, elle est verticale. Juin 1960, 6 mois pour tout perdre. Le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant. Lumumba prononce ce discours, celui que tout le monde connaît, celui qui embarrasse le roi Baudouin en direct. 67 jours plus tard, le président Kasavubu le démet de ses fonctions de Premier ministre. 67 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour passer du sommet de l'État à la destitution. Pour Pauline, ce n'est pas seulement la chute politique de son mari, c'est le début d'une séquence que rien ne pouvait préparer. Lumumba est d'abord assigné à résidence. Il ne peut plus circuler librement, il ne peut plus gouverner. Il est chez lui, mais sa maison est une prison avec des rideaux. Et pendant ce temps, leur bébé tombe malade. Genève, le premier deuil, sans corps. L'enfant a à peine 1 an. Selon les informations documentées et les témoignages recueillis, la maladie est grave. Pauline doit emmener l'enfant se faire soigner à Genève. Lumumba, lui, ne peut pas bouger, assigné à résidence, surveillé, neutralisé. Ce sont des amis de la famille qui aident Pauline et Roland à effectuer le voyage. L'enfant meurt à Genève quelques jours après son arrivée. L'ONU, sollicitée pour aider au rapatriement du corps, refuse d'intervenir. Selon des recherches indépendantes et des témoignages familiaux recueillis ultérieurement, une société aérienne finit par accepter de ramener les restes. Mais le corps n'atteint jamais Léopoldville. Perdu, quelque part entre Genève et le Congo. Pauline a perdu un enfant. Elle n'a pas pu l'enterrer. Elle ne sait pas où il repose. Et son mari est en résidence surveillée à quelques kilomètres, incapable de la rejoindre. Voilà le contexte dans lequel cette femme existe en novembre 1960. Voilà ce qui précède la rivière Lodi, l'arrestation et tout ce qui suit. La nuit sur la rivière Lodi, ce que Pauline a vécu. Lumumba décide de fuir vers Stanleyville, actuelle Kisangani, où ses partisans contrôlent encore une portion du territoire et ont établi un gouvernement sécessionniste limombiste. Il part avec Pauline, avec Roland et avec d'autres compagnons. Il s'engouffre dans des véhicules conduits par des sympathisants politiques, un convoi discret, direction l'Est. Ils ne l'atteignent jamais. Sur la rivière Lodi, aux confins du Kwilu, leur petit bateau à moteur est arraisonné en pleine nuit par une patrouille militaire. Pauline racontera cet épisode des années plus tard. Ses mots sont précis et sans fioritures. Nous fûmes sauvagement battus, mon mari, mon fils et moi. Étroitement ligotés, embarqués dans des véhicules militaires, conduits à toute vitesse jusqu'à Port-Franqui, actuel Île-et-Beau.
De là, un avion piloté par des Blancs, selon son témoignage tel que rapporté par la presse, les transfère à Kinshasa. C'est la dernière fois que Pauline voit Patrice Lumumba. Elle a été battue, son fils a été battu, son mari a été battu, et maintenant il disparaît dans la machine. 21 février 1961, la nouvelle par la radio. Pauline apprend la mort de son mari par la radio. Elle est avec des proches, elle est à Léopoldville ou dans ses environs immédiats selon les sources disponibles, elle se cache. Elle change de maison chaque nuit sur les conseils de supporters de Lumumba qui craignent des représailles militaires. Le 21 février 1961, la nouvelle tombe. Patrice Emery Lumumba, Premier ministre déchu de la République du Congo, est mort, assassiné au Katanga. La date exacte de l'exécution sera établie ultérieurement au 17 janvier 1961 par diverses commissions d'enquête et investigations journalistiques, soit plusieurs semaines avant l'annonce officielle. Elle n'a pas de corps. Il n'y a pas de corps à lui donner. Les circonstances exactes de la mort, les responsabilités précises et les chaînes de commandement, tout cela fera l'objet de décennies d'enquêtes, de commissions parlementaires belges et de rapports d'historiens. Mais en ce 21 février 1961, Pauline n'a qu'une certitude. L'homme avec lequel elle a passé 15 ans de sa vie vient de disparaître et personne ne lui montrera encore. Elle sera seule, avec Roland. Les autres enfants sont déjà en route vers l'Égypte. Les forces du mal, ce que ce silence protège. Des années après les faits, un journaliste lui pose la question directe. Qui rend-elle responsable de la mort de son mari ? Long silence. Soupir. Mon mari a été tué par les forces du mal. Le journaliste insiste. Chumbe ? Munongo ? Je ne suis pas capable de l'affirmer. Cette réponse a été lue comme de la prudence, comme de la peur, comme de la sagesse. Elle est probablement les trois simultanément. En 1961, la commission d'enquête des Nations Unies établit des responsabilités dans la mort de Lumumba. Des décennies plus tard, une commission parlementaire belge reconnaîtra une responsabilité morale de la Belgique dans cet assassinat. Des travaux d'historiens documentés, notamment ceux de Ludo de Witte, établissent des chaînes de responsabilité précises impliquant des acteurs congolais, belges et selon certaines analyses des services de renseignement occidentaux. Pauline Lumumba dit « les forces du mal ». Ce n'est pas de l'ignorance. C'est une femme qui vit sous la protection de Mobutu, l'un des acteurs de la période, et qui a compris depuis longtemps que nommer des noms dans ce contexte, c'est signer quelque chose. Elle protège ses enfants, elle protège la capacité à rentrer au Congo, elle protège le peu de stabilité qui lui reste. Et honnêtement, c'est là que le cynisme factuel s'impose, les forces du mal est une formulation qui a l'avantage de ne désigner personne tout en désignant tout le monde. Le Caire, quand Nasser accueille ce que Kinshasa voulait effacer. Nasser envoie un avion. Ce détail mérite de s'y attarder. En 1961, le président égyptien Jamal Nasser, à l'apogée de son influence dans le mouvement des non-alignés et du nationalisme arabe, décide personnellement d'envoyer un appareil pour rapatrier la veuve de Lumumba et ses enfants depuis Kisangani. Ce n'est pas un geste humanitaire ordinaire, c'est un geste politique. Pauline arrive au Caire. Elle est tout de noir vêtue. Elle est émue. Et à l'aéroport, selon son témoignage tel que rapporté par la presse, elle trouve une foule nombreuse et le gouvernement égyptien au complet, Premier ministre compris. Le lendemain, Nasser lui rend visite en personne. Il lui dit, selon le témoignage qu'elle rapportera ultérieurement, que ses souffrances sont celles de toute l'Afrique et que la mort de son mari est un deuil continental. Le gouvernement égyptien prend en charge la famille, les frais de scolarité des enfants, le logement dans une villa élégante du quartier résidentiel de Zamalek. Une allocation mensuelle de 500 $ américains selon des recherches indépendantes basées sur des témoignages familiaux recueillis ultérieurement. Pendant ce temps, au Congo, son mari vient d'être officiellement effacé de l'histoire officielle naissante. Voilà le paradoxe. La femme que Kinshasa voulait oublier est reçue au Caire comme la veuve d'un héros continental. Zamalek, 5 chambres, 500 $ et la reconstitution d'une famille. L'appartement de Zamalek a 5 chambres. Selon des informations issues de recherches indépendantes et de témoignages familiaux, c'est là que Pauline retrouve ses enfants. Juliana, Patrice Junior, François. Roland l'a accompagnée depuis le Congo. François, l'aîné, crie chaque nuit « Papa est mort !»
Patrice Junior, plus jeune, promet de venger son père. Il dit qu'il tuera les Belges qui ont assassiné son père. Ce sont des enfants. Il traite un trauma politique comme les enfants traitent tout, avec une brutalité émotionnelle directe que les adultes apprennent à dissimuler. Pauline est au milieu de tout ça. Elle vient de perdre un bébé sans corps. Elle vient de perdre un mari sans corps. Elle a été battue sur une rivière en pleine nuit. Elle a appris la mort de Patrice par la radio dans une maison qui n'était pas la sienne. Et maintenant, elle est dans un appartement du Caire avec des enfants qui hurlent la nuit et un gouvernement étranger qui paie ses factures. Les 500 $ mensuels, selon des recherches indépendantes, représentent une prise en charge réelle pour l'époque et le contexte. Ce n'est pas de la charité symbolique, c'est une décision politique assumée par le gouvernement nassérien. Pauline vivra à Zamalek jusqu'en 1967. 6 ans. 1967, le retour négocié. En 1967, Pauline Lumumba rentre au Congo. Ce retour n'est pas spontané, il est le résultat de tractations diplomatiques discrètes entre le Caire et Kinshasa. Mobutu, qui gouverne le pays depuis son coup d'État de 1965, se porte personnellement garant de la sécurité de la veuve. Nasser, selon les informations disponibles, accepte de la laisser partir, non sans résistance. Il insiste pour garder les enfants, afin qu'ils puissent poursuivre leurs études en Égypte. Pauline rentre, les enfants restent. À Kinshasa, Mobutu la reçoit bien. Elle est logée 4 mois dans une villa de la cité de Loya, tout frais payés. Puis le président lui propose de choisir un quartier. Gombe, Pinza, Limette. Elle choisit la maison de Patrice, boulevard du 30 juin. La maison est occupée par un dignitaire, le président du Sénat selon les sources disponibles. Elle est restituée à Pauline, renouvelée aux frais de l'État. C'est là qu'elle vit, sous protection, sous surveillance, dans la maison de l'homme que le régime qui la protège a contribué à éliminer. L'ironie est factuelle, elle n'a pas besoin de commentaires. Certains dans son entourage voulaient faire barrage. Le système finit toujours par se montrer. À un moment que les sources disponibles ne datent pas précisément, Pauline quitte le pays pour l'étranger. Officiellement, pour des raisons de santé. Quand le journaliste lui demande pourquoi elle ne rentre pas, elle hésite longuement. Puis, sur le ton de la confidence, elle dit quelque chose de très précis. Elle a des problèmes matériels. Elle a tenté à plusieurs reprises d'approcher Mobutu pour les régler. Enfin, tout se passe comme si certains dans son entourage voulaient faire barrage. J'ignore pourquoi, mais je suis persuadé que le président ignore ma situation. Cette phrase est un document. Elle décrit exactement le fonctionnement d'un régime autoritaire mature. Le chef est préservé de toute responsabilité directe. Les obstacles viennent de l'entourage. Le président ignore. La veuve tente d'approcher. C'est la mécanique classique de la plausible deniability, appliquée à la gestion d'un héritage politique encombrant. Mobutu ne condamne pas Pauline Lumumba, il ne l'emprisonne pas, il ne l'exile pas officiellement. Il laisse simplement son entourage construire un mur invisible entre elle et les ressources de l'État. Et elle, pour sa part, continue de dire que Mobutu est un nationaliste qui poursuit l'œuvre de son mari. C'est peut-être sa conviction, c'est certainement aussi sa stratégie de survie. Je ne fais pas de politique. Pauline Lumumba dit qu'elle ne fait pas de politique. Elle dit n'avoir jamais été mêlée aux activités de ceux qui se réclament du nom de son mari. Elle condamne les attentats commis à Kinshasa au nom de Lumumba. Ceux qui organisent des attentats sont justement à la recherche de salir son nom. Encore une fois, lire cette phrase dans son contexte. Elle est une femme dont le mari a été assassiné dans des circonstances impliquant des acteurs étatiques multiples. Elle vit sous la garantie personnelle de sécurité d'un homme que l'histoire associe à cette mort. Elle n'a pas de revenus propres documentés. Elle dépend de la bonne volonté des États, égyptiens hier, zaïrois aujourd'hui. Dans ce contexte, je ne fais pas de politique n'est pas une position civique, c'est une condition de survie formulée comme une opinion. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Les femmes dans cette position, veuves de figures politiques dans des régimes autoritaires, ont rarement le luxe de l'opposition ouverte.
Leur silence n'est pas de la couchardise, c'est de la gestion du risque dans un environnement où les ressources, la sécurité et la liberté de mouvement dépendent de la tolérance du pouvoir en place. Pauline Lumumba a compris ça avant beaucoup. 17 mots, ce que la phrase finale révèle. Revenons à la phrase. Lorsqu'on a vécu avec un homme comme Patrice, on n'a aucune raison de vouloir vivre avec un autre. Le journaliste la rapporte comme un bel hommage. C'en est un, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la seule phrase de toute l'interview où Pauline Lumumba parle librement, sans prudence calculée, sans formulation diplomatique, sans silence stratégique. C'est la seule réponse où elle n'a rien à protéger. Parce que la question ne touche à aucun intérêt politique. Elle ne menace personne. Elle ne peut pas être utilisée contre elle.